BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et oui, puisqu'on répond à vos questions à présent, celles que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Et pour vous répondre, Roland Laskin qui est resté avec nous. Roland, ça vous êtes en forme aujourd'hui? On vous sent dans très bien, vraiment motivé. Il y aura beaucoup de questions. Positif et beaucoup de questions en plus. Alors on espère que vous serez aussi positif dans vos réponses que vous l'étiez tout à l'heure. Question d'Alexandre qui nous écrit d'Annecy. Alors Alexandre, il a un PEA depuis 95 avec une grosse ligne totale. Il a envie de récupérer les dividendes sur son compte courant afin d'alléger en fait son crédit immobilier. Mais il s'interroge, il se demande s'il pourra toujours profiter de la défiscalisation de ses dividendes dans les prochaines années. Est-ce que vous pouvez le rassurer là-dessus ou pas? Alors déjà en matière fiscale, aujourd'hui on peut rien dire à plus de 15 jours, donc c'est un peu compliqué. Sur le principe du PEA, si son PEA est ancien depuis 95, donc il a plus de 8 ans, il peut effectivement retirer des liquidités sur son PEA. La seule chose, c'est ça gèle les dépôts. Il ne pourra plus l'abonder. Mais il pourra l'abonder par des versements. Il pourra absolument. Alors peut-être que les dividendes seront versés toujours sur le. Absolument. Les dividendes seront toujours versés, mais il ne pourra plus. Alors peut-être que la bonne solution, c'est de se mettre au plafond. Peut-être même attendre que le plafond soit relevé à 150 000 euros. Et une fois qu'il sera au plafond, donc au maximum, il pourra. Il peut dès aujourd'hui, mais s'il est au plafond, il aura exploité le maximum de ce qu'il peut tirer du PEA en termes de dépôt. Et il pourra, sans autre fiscalité que les prélèvements sociaux, bénéficier des coupons du dividende total. Et ça, c'est valable donc pour tous les PEA de plus de 8 ans. 8 ans. Donc pas mal de personnes concernées quand même. Pas mal, oui. Bon, voilà, Alexandre. Il y a finalement assez peu de PEA qui sont au plafond. Je crois qu'il y en a que 60 000, enfin 66 000, c'est faible. Mais en revanche, la plupart des PEA aujourd'hui ont plus de 8 ans, et c'est effectivement le dernier endroit où on peut bénéficier d'une fiscalité à peu près présentable. On a une question à présent de Stéphane qui s'intéresse aux petites et moyennes foncières, et il nous cite pêle-mêle Argan, Affine, Immobilière d'Assaut, etc., nous dit-il, et il veut votre sentiment sur ces petites foncières. Alors, Immobilière d'Assaut, on n'en parle jamais par principe, parce que vous savez que la lettre des placements appartient au Figaro, et que le Figaro est dans le... Donc vous n'aurez rien sur la Immobilière d'Assaut. Voilà. Les autres Affine, on n'est pas dessus. En revanche, on aime beaucoup Argan. C'est une foncière de taille moyenne qui est très dynamique, notamment dans tout ce qui est locaux logistiques. Il y a une forte demande là-dessus. C'est un titre qu'on a fait acheter. Elle se traite toujours en dessous, autour de la valeur nette d'actifs, qui est autour de 14 euros. Donc c'est une valeur qu'on a fait acheter et sur laquelle on reste présent. Il y a par ailleurs un assez bon rendement, autour de plus de 5%. Je n'ai pas le rendement exact en tête, mais c'est une des foncières moyennes sur laquelle on est effectivement très présent, et les lecteurs sont ravis avec cette valeur, à la fois sur la plus-value et sur le rendement. Harry Volandler, ça vous intéresse ou pas ces petites foncières? Je partage un peu l'avis de mon confrère. En effet, on est très positif sur Argan. Alors, ce que j'apprécie énormément dans cette société, c'est vraiment également une histoire entrepreneuriale. Et j'ai assisté à un déjeuner avec le président. Ce qui m'a beaucoup plu, il a dit: il ne dort pas tranquille lorsque le taux d'occupation de ces locaux est inférieur à 95%. Oh. Voilà, donc ça décrit un peu le personnage. Donc vraiment, il gère ça. Voilà, exactement à 98%. Et voilà, donc c'est extrêmement bien géré. C'est une affaire rondement menée, avec un rendement qui est aussi sympathique, parce que le dividende 2012 était de 0,80 centimes, et donc ça procure quand même un rendement assez intéressant. Bon, ben voilà, donc... Ça se paye juste le montant des capitaux propres. Donc on jouerait plutôt Argan. Complètement, oui. Voilà. Alors, naturellement, la liquidité n'est pas extraordinaire, donc c'est plutôt dans une optique long terme.
à retenir. Voilà. Argan, votre valeur favorite pour jouer ces petites et moyennes foncières. On a une question de Jean-Michel qui nous écrit les carreaux. Les carreaux, c'est dans les Alpes. Il doit être dans la neige là en ce moment, Jean-Michel. Il vous demande des explications sur les entreprises de valeur moyenne. Il se demande ce que c'est. Il aimerait avoir une définition. Et il vous demande des exemples. C'est vrai que ça peut être intéressant de faire un peu de pédagogie sur ces valeurs moyennes, parce que ce seront sans doute les valeurs les plus suivies en 2014 avec l'arrivée du fameux PEA-PME. Roland. D'abord, elles ont très bien tenu. Depuis, historiquement, les valeurs moyennes sont beaucoup moins volatiles. C'est une bonne idée de se mettre dessus. Et effectivement, avec le lancement du PEA-PME, on pourra aller dessus. Alors, qu'est-ce que c'est une valeur moyenne? Justement, le PEA-PME met la barre à 1 milliard d'euros. Donc, c'est une société qui vaut en bourse moins d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est beaucoup d'entreprises. Il faut savoir que la plus petite entreprise du CAC 40, c'est ST Micro, elle fait 5 milliards. Donc en fait, très très vite, on arrive à 80% de la cote en valeur moyenne. Valeur moyenne, c'est pas non plus une petite valeur, c'est pas une toute petite valeur d'Alternext qui cote qui vaut 10 ou 15 millions d'euros. C'est une société assez conséquente, assez présente, mais pas assez grosse, pas forcément assez grosse pour entrer au CAC 40. Alors, quand on parle au niveau européen, une valeur moyenne, c'est moins de 3 milliards d'euros. Donc c'est relatif. Mais en tout cas, à la Bourse de Paris, et ça a encore été confirmé avec le lancement du PEA-PME, c'est une société qui fait moins d'1 milliard. Alors, quelques exemples des noms qu'on peut apporter à Jean-Michel, justement, qui voudrait savoir sur quelle valeur moyenne investir. Argan c'en est une. Tarkett, ce sera pas le cas parce qu'elle fera de mémoire environ 2 milliards. Environ 2 milliards. Toutes les. Donc Tarkett c'est trop gros, c'est pas une valeur moyenne. Non, effectivement c'est une grosse affaire. Alors ce sera une valeur moyenne au niveau européen, mais Tarkett a priori ne pourra pas rentrer. On voit bien que c'est pas une PME. C'est tout à fait clair. Toutes les valeurs industrielles, des choses qu'on aime bien comme Gérard Perrier. Zodiac, c'est un peu gros. Des sociétés comme Nexans. C'est toutes ces belles valeurs industrielles qui ont une taille autour de inférieure à 1 milliard d'euros. Harry, c'est votre dada, ça, ces valeurs moyennes. Tout à fait. Donc il y a à peu près, selon les critères qui sont retenus pour le PEA-PME, il y a à peu près 420 sociétés qui rentreront dans ce cadre-là. Donc il y a énormément de sociétés. Toutes les sociétés qu'on vient vous présenter fréquemment ici. Donc il y a les équipementiers automobiles, notamment Montupé, que j'avais recommandé le 31 décembre, qui a fait donc une très bonne performance. Vous avez les maisons de retraite aussi, le Noble Âge Corian. Vous avez des sociétés de médias, Next Radio, excellente valeur. Next Radio TV, voilà. Vous avez aussi Énergie, TF1, Havas, des valeurs industrielles dans tous les secteurs, comme Mersenne aussi, qu'on avait recommandé ici. Donc il y a Canal+, également avec une capitalisation boursière de l'ordre de 700 millions d'euros. Donc énormément de sociétés et surtout énormément de secteurs d'activité. Il y a aussi le travail temporaire. En fait, les sociétés de santé. Groupe Crit, par exemple. Stedim, voilà. Donc vous avez énormément de sociétés. Bon. Et il a le choix. Et ces valeurs moyennes, elles ont tendance historiquement à surperformer les grosses valeurs. Et le CAC 40, et ça se confirme encore cette année, le CAC a beau faire une super année, les valeurs moyennes font une nouvelle fois encore mieux. Voilà, donc c'est structurel en fait la surperformance et c'est dû surtout au fait que vous investissez dans des niches qui sont le plus souvent extrêmement bien gérées parce qu'il y avait une participation importante soit de la famille fondatrice, soit du management dans le capital, comme Argan qu'on a traité tout à l'heure, donc qui est une société extrêmement bien gérée. Et puis, ce sont des sociétés qui font souvent l'objet, en fait, d'une opération sur le capital. Et on vous a cité Canal+, qui pourrait être la prochaine cible. Voilà donc pour les valeurs moyennes. Jean-Michel, j'espère que vous avez mieux cerné ce que regroupait cette appellation. On a Patrick à présent qui nous interroge sur une valeur que l'on trouve sur Alternext et qui s'appelle Concours Mania. Il a repéré un beau parcours boursier, mais il juge que tout s'écroule depuis quelques jours et il veut comprendre ce qui se passe sur Concours Mania. Je connaissais même pas Concours Mania. Roland. C'est une petite société qui est spécialisée
dans le marketing par le jeu, par les jeux concours. Remarquez, ça porte bien son nom. Non, c'est bien vu, c'est un tout petit créneau. Nous, on n'a pas recommandé à l'achat. Alors, c'est vraiment une toute petite société sur Alternex. Elle a de bons résultats, elle progresse, elle est pratiquement seule sur ce petit créneau, mais qui est quand même un bon moyen de, notamment tous les sites internet qui veulent récupérer des adresses pour pouvoir faire du marketing. Le jeu, c'est parfait parce qu'on est obligé de se déclarer, de donner son adresse électronique. Et là, bien évidemment, ça a beaucoup de sens au niveau marketing. Alors, le titre a très bien marché, les résultats sont bons. Peut-être que ça a baissé parce que c'est une société qui est très ambitieuse et elle a probablement... Il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait aller sur le marché, faire une acquisition, monter le capital. Non. Franchement, j'ai pas d'informations là-dessus, mais ça pourrait être ça qui a fait baisser le titre, mais c'est une petite société qui marche très très bien. Une autre question de Frédéric, elle nous écrit de Paris sur notre site toujours, bfmbusiness.com. Alors Frédéric a une grosse somme investie en fonds euros. Son banquier lui propose de vendre des actions et de les placer en unité de compte. Est-ce une bonne idée, vous demande Frédéric, sachant que ces titres sont en moins-value. Elle avait acheté les titres Société Générale 150 € depuis, le titre a chuté. Bon, alors le fait qu'un banquier conseille ses clients de vendre des actions pour acheter ses fonds, c'est pas tout à fait étonnant. Donc, je trouve ça un peu curieux en plus parce qu'entre l'action et l'unité de compte, finalement, on reste dans un univers de risque action que nous on aime bien d'ailleurs, mais c'est un petit peu étonnant. La fiscalité peut-être pas la même. Non, c'est tout à fait la même. Il y a absolument aucune différence. La Société Générale à 150, là, effectivement, ça va être très compliqué de retrouver le cours. On est plutôt combien on est plutôt 48 euros, voilà. Non, en revanche, bon, je vois pas pourquoi il faudrait pas vendre. Il n'y a pas de raison de vendre des actions et d'écouter son banquier qui va vous proposer, bien évidemment, d'acheter ses fonds. En revanche, si on revient au premier sujet dont on a parlé sur la déflation, si on veut un peu diversifier son portefeuille, peut-être qu'on a justement intérêt à dégager des liquidités sur les plus grosses positions. À perte, donc en plus sans fiscalité avec des moins-values qui seront reportables, justement sur des fonds qui permettront, dans l'assurance vie, on peut être présent sur Wall Street, sur les États-Unis, et également s'intéresser à ces fonds européens plus diversifiés sur lesquels on aura une assise un peu plus forte. Merci messieurs. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de BFM Business répondre à nos téléspectateurs, nos auditeurs. Voilà Frédéric, ne suivez pas forcément les conseils de vente banquier. C'est le conseil de Roland Laskin qui était avec nous aujourd'hui, de la lettre des placements. Et merci aussi à vous Harry Volandler de Hamilton Asset Management.